Bonjour, je m'appelle Mathieu Sancho et je suis directeur artistique dans l'industrie du jeu vidéo. Alors le lycée, j'ai fait un bac littéraire option art plastique, Lourdes, à l'époque ça s'appelait comme ça. Et après le bac, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué au lycée Jean Monnet de Montpellier. Et c'était super. J'ai eu du bol parce que c'était la première année qu'ils ouvraient et ça s'est fait sur concours. Et j'ai été pris. Puis après la mise à niveau en art appliqué, j'ai tenté le BTS communication visuelle option multimédia. Et ensuite, pour pas rien faire, en attendant de trouver un boulot, j'ai fait un DUG, DUST art appliqué, quelque chose comme ça, à la fac de Montpellier. Mais toutes ces formations, à part m'apprendre quelques trucs, m'ont pas servi à grand chose pour mon métier dans le jeu vidéo. Disons que pour être pris dans les studios dans lesquels j'ai bossé, j'ai montré les dessins que je faisais dans les marges de mes cahiers, où la plupart des enseignants qui étaient des très bons architectes et des super profs me disaient mais tu travailleras pas avec ça, avec tes monstres là, ça sert à rien. Sauf que il s'est avéré que j'ai pu bosser grâce à mes marges de cahier en fait. J'avais des trucs au propre bien sûr, quand je dis les marges de cahier c'était tout le dessin que je faisais à côté sur des feuilles volantes ou quoi, je m'appliquais quand même beaucoup, mais c'était pas les sujets des cours. Les sujets des cours c'était du design, des logos, ça m'a servi hein, mais peu comparé à tout ce que je dessinais à côté. J'ai monté un petit book avec un best-of des dessins, puisque quand même dans l'industrie du jeu vidéo, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de décors, de monstres, d'objets un peu cool. Quand même j'ai fait un peu plus de 10 ans en studio de jeux, essentiellement des jeux mobiles ou des browser games, avec de temps en temps quelques petites sorties consoles sur Nintendo 3DS, des trucs comme ça. Et ça, j'étais toujours en CDI, et en même temps à côté, je cherchais des missions freelance pour me perfectionner par besoin d'argent. Puis surtout, c'était un métier intéressant puisque quand tu sais faire plein de trucs, du style des interfaces, des effets spéciaux, des personnages, des décors, des icônes, un peu tout, on te contacte et on te demande si tu veux pas être directeur artistique. Mais ça, c'est le beau terme pour te dire qu'en fait, tu vas faire le boulot de 10 personnes et tu seras payé comme une seule. Voilà. Et donc, ce qui est cool quand tu décides de tout, c'est que justement, t'as pas trop de contraintes et tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Ouais. Alors les tâches au quotidien, dans les studios dans lesquels j'ai bossé, directeur artistique, ça voulait pas dire que tu te donnais des ordres, ça voulait dire qu'il fallait produire aussi. Donc il faut produire quotidiennement tout un lot d'assets, de props comme on dit, d'objets qui vont sortir sur les différents projets pour lesquels on bosse. Et il faut réussir à réunir tous les graphistes et les tech artistes, puisqu'il y a quand même des développeurs qui vont faire des effets spéciaux ou qui vont coder des choses, mais il faut qu'elles restent belles et il faut qu'elles restent dans la direction artistique du projet. Voilà, il faut arriver à fédérer tous ces gens-là, à leur partager une vision, à remonter les manches et à être avec eux, soit pour leur fournir les documents qui seront autonomes dans la production graphique de peu importe le projet, soit pour venir de temps en temps rectifier, corriger un peu, trancher, et en sachant que la direction artistique, c'est pas une histoire de démocratie. Si on essaie de plaire à tout le monde, on plaît à personne au final. Ça se fait avec des discussions, il faut arriver à convaincre avant tout, parce que si on n'arrive pas à convaincre quelqu'un que le choix qui est fait, c'est le choix le plus adapté au projet, la personne va traîner des pieds et c'est pas bon. Mais dans le cas où on n'arrive pas à convaincre, tant pis, il faut arriver à appliquer cette direction quand même. Et en général, c'est rare. Il faut toujours trouver un petit truc qui challenge les personnes qui bossent avec nous, quoi. En tout premier lieu, il y a la pré-production. Pour ma partie, ça va être la pré-production visuelle, donc on va choisir un petit peu à quoi va ressembler le jeu, quelles seront les couleurs, quels seront le type de graphisme, est-ce qu'on sera sur du réaliste, du semi-réaliste, du cartoon, du kawaii, peu importe, à quel public on s'adresse, tous vraiment les éléments graphiques. S'il y a des interfaces, à quoi elles vont ressembler, les personnages, quelle tête ils auront. Vraiment, on va penser tout comme pour un film, une série, c'est vraiment la pré-production. Et à côté de ça, il y a les développeurs qui s'affairent à faire un prototype. Donc en général, le prototype de peu importe vos jeux préférés, il ne ressemble pas du tout aux jeux finis. C'est des cubes, c'est des sphères, c'est des pantins qui ne bougent pas, mais en tout cas, on peut tester le jeu. Et pour eux, cette partie que je maîtrise moins, mais que je connais quand même, puisqu'après, il faut habiller le prototype, l'objectif, c'est d'avoir un game feel. C'est que quand tu joues, on arrive à mettre le joueur dans le flow. Et quand il est dans le flow, le joueur, il ne pense pas à ses soucis de la veille ou à son stress du demain, il est dans le jeu
Et c'est l'objectif d'un bon jeu, c'est d'arriver à plonger le joueur dans le flow. Une fois que la pré-production est validée, ça part en production. Et là, ça dépend du graphisme des jeux, si c'est 3D, 2D, mais il va falloir modéliser tous les persos, modéliser tous les décors, riguer tous les persos pour pouvoir les animer après. Voilà, il faut tout produire et ça prend un certain temps. Le directeur artistique, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui sait super bien dessiner ou qui sait super bien peindre, c'est quelqu'un qui a une vision, compétence 1 j'ai envie de dire, et compétence 2 qui arrive à la partager. Vu que c'est visuel, il va falloir réussir à la partager avec des visuels. Bon, bien sûr, un bon directeur artistique, quand même, c'est vrai qu'il peut produire des éléments dans la direction artistique choisie et expliquer comment il a fait, c'est-à-dire donner la recette à chaque fois. Je suis arrivé à ce visuel en utilisant tel type de couleur, tel type d'ombre, etc., etc. Puisque, en gros, on donne tous nos secrets pour que les autres personnes puissent travailler en même temps que nous sur le projet. Donc c'est important de toujours travailler son œil, son art, d'être curieux, d'aller voir des expos, de regarder les derniers films pour savoir ce que le public attend. Je pense que c'est un plus, et ça, c'est pas ma spécialité, mais de savoir faire 2D et 3D. Et moi, j'ai raté ce tournant-là. J'ai fait un peu de 3D à un moment donné pour m'y intéresser. C'était rigolo, mais ça m'a pas attiré plus que ça. Et comme je continue de pouvoir, j'arrive à bosser toujours en étant dans la 2D, j'ai laissé ça de côté pour l'instant. Ouais. Pour moi, ce qui était le plus rigolo à faire, c'était d'arriver à répondre à une demande. Et si c'est ton style, tu sais exactement comment tu vas faire, donc il n'y a plus qu'à. Mais quand c'est pas ton style graphique, il y a un défi qui est intéressant de se dire « Attends, est-ce que je peux, moi, réussir à coller à cette demande ?» Donc souvent, on fait un petit test dans son coin pour voir si ça va le faire avant de se prononcer, parce qu'on ne sait pas. Mais c'est ce petit côté grisant. À force et à force de faire des projets, produire ne m'intéressait plus trop, puisque je savais, à partir du moment où j'avais trouvé ma recette, il n'y avait plus qu'à l'appliquer sur tout un tas de trucs. Et l'intérêt, il était plus dans manager des équipes ou driver voilà, une team pour aller à un objectif en fait. C'est pour ça que vers la fin, là, après 10 ans en studio, je me suis tourné vers la supervision, l'enseignement, parce que c'est quand même plus rigolo, je trouve, que d'envoyer des pixels à la tête du client tous les jours. Mais ça, c'est très personnel, hein. C'était mon parcours. Alors, les points négatifs, c'est que souvent, on vient te dire « oui, tu seras directeur artistique » et quand tu demandes d'une équipe de combien de personnes, on te dit « ah, mais t'es tout seul en fait ». Donc, comme je disais au début, c'est te faire passer la pilule que tu seras payé pour une personne alors que tu feras le boulot de 5-6 personnes. Les désaccords avec les clients, plutôt, parce que c'est pas vraiment des disputes, sont souvent drôles a posteriori. Sur le moment, on s'est dit « mais putain, comment je vais arriver à leur faire comprendre que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, ça, et pour le projet ?» Et là, leur lubie ne va pas servir le projet, justement. Et là, on rentre dans des mécanismes de comment faire inception, comment convaincre. Et c'était aussi intéressant, au final, que le reste. Après, voilà, moi, j'ai quand même, à force, j'ai réussi à bien disposer, on va dire, l'ego. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais essayé mon maximum pour convaincre sans véhémence, si ça passait pas, ça passait pas. De toute façon, sur mon book, je mettrai ma version et puis voilà quoi. Financièrement, en tant que freelance, ce qui est chaud, c'est de trouver des missions. Et là, il y a eu un creux de fou dans l'industrie. Il y a eu une crise qui a impacté tout le secteur. Et pour ma partie, par exemple, pendant des mois et des mois et des mois, même peut-être un an et plus, j'en avais que comme mission de pouvoir entraîner des IA. Là, ça y est, ça reprend. Je vois des offres passer qui sont intéressantes comme avant, en sachant que quand même les IA sont là et qu'elles ont réduit mon temps de travail. Ce qui veut dire qu'à l'époque, si j'avais, je sais pas, 5 missions par an, là il m'en faudrait peut-être 10 pour couvrir le temps, puisqu'au final je travaille plus vite grâce à l'IA. Et ça, est-ce qu'il y aura assez de projets pour trop de monde? On ne sait pas trop comment ça va évoluer. J'ai l'impression un peu là, comme dans les années 90, je regardais une vigne avec mon grand-père, il me disait, tu vois, la machine là qui passe, à l'époque on était 20 pour vendanger les vignes. Et là, il y a un mec sur une machine. Ben, c'est un peu ça, quoi, l'IA.
Moi, je m'étais jamais dit de ma vie, on pourra dessiner à ta place, sauf que ça y est, si, à peu près. Tout n'est pas parfait, il y a des problèmes un peu partout. Par contre, ça permet d'aller plus vite, ça permet d'avoir de nouvelles idées, c'est un outil incroyable, hein. Faut pas rater ce tournant-là. Le truc qui est sale, c'est que ça a ingurgité toutes les images d'Internet, sans droit, sans rien, sans machin. Ça imite même les signatures un peu à la One Again, là, c'est même moche. Et il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur Internet, là, présentement, pendant qu'on parle, il y a plus d'images d'IA générées que de vraies images. Donc il y a des mecs qui ont fait des tests, là, des chercheurs, au bout de 7-8 générations d'IA qui se nourrissent que d'elles-mêmes. C'est même plus concret, quoi. Je pense que ça va augmenter le niveau d'entrée en studio. C'est-à-dire qu'il faudra des artistes qui puissent déceler les erreurs d'IA pour pouvoir les corriger. Donc il va falloir un niveau d'œil qui soit assez élevé. Et le niveau d'œil, pour l'instant, on n'a pas trouvé de chemin plus court que d'apprendre à dessiner pour faire ça. Donc se dire, ça sert à rien que j'apprenne à dessiner parce qu'il y a des IA. Il faudra quand même apprendre à dessiner pour pouvoir voir les erreurs que l'IA fera derrière. Ouais, c'est un débat intéressant, je sais pas trop où ça va aller. Je me posais la question de si on nourrit des enfants avec plein de dessins animés là, faits avec des IA, avec des musiques générées par IA et tout, est-ce que ces gens-là verront les erreurs à terme, verront le côté truc, je sais pas.